Donc on va reprendre. J'espère que tout le monde est revenu des toilettes. C'est parti, je vais repartager mon écran. Ok. Donc on l'a vu très simplement, on peut créer une application FireMonkey pour iOS avec Delphi, d'accord. Et on a vu également que lorsqu'on crée, on choisissait application mobile FireMonkey Delphi, je me retrouvais avec un wizard dans lequel j'avais différents choix. Je peux créer une application 3D, donc on verra également que la partie 3D fonctionne également sur iOS. Mais après, j'ai également différents types d'applications qui sont proposés. D'accord, en fait, différents types d'écrans en fait qui sont proposés. D'accord, pour me permettre de me montrer comment ça pourrait se présenter des écrans classiques qu'on a l'habitude de voir sur iOS, sur iPhone ou sur iPad. Donc on va faire le tour un petit peu des différents types pour voir comment ils sont faits, d'accord, et ce qu'ils proposent. Et puis on va continuer avec le visuel et les composants et ce qu'on peut faire avec les composants, ce qu'il y a comme nouveaux composants et autres. Donc on va trouver, application de 3D, on va laisser de côté pour le moment, on jettera juste un œil comme ça fonctionne de la même manière que sur les applications 3D FireMonkey, d'accord. Je vais avoir en tête pied, donc là je vais devoir lui préciser quel est le répertoire dans lequel je veux enregistrer mon application, puisque là, il va me créer déjà une application avec toute une série d'informations, d'accord? Ok. Ok, bon, elle a déjà mis un nom à l'application. Ok, donc là, très simplement, en fait, il n'y a pas de code particulier dans celle-là. On verra qu'il y en a d'autres dans lesquelles il y a du code. Tout simplement, j'ai une application avec une fenêtre, d'accord. Et très simplement, en fait, il m'a montré comment on pouvait avoir un en-tête et un pied au niveau de l'écran, une barre en en-tête et en pied au niveau de l'écran, d'accord. Donc pour ça, très simplement, en fait, il a utilisé les composants toolbar, d'accord. On a les composants T-toolbar, d'accord, que vous connaissez certainement. Celui d'en haut, bien entendu, a la propriété aligne ALTOP. Celui d'en bas a bien entendu la propriété aligne ALBottom. Et on a rajouté tout simplement un titre, d'accord. Ce titre, si on regarde dans style lookup, c'est un T-label, donc tout simplement, on a pris un label, d'accord. Si je prends un label, je pose, on va poser ça, hop, un footer par exemple, d'accord. Si je prends un label par défaut, il a un design classique, d'accord. Tout simplement, si on regarde ici, dans style lookup, encore une fois, il y a toute une série de choix qui sont préprogrammés. Il y a notamment tout le label, donc je pourrais très bien dans ce label 1, celui qui est dans le footer, prendre tout le label. Automatiquement, on a une police de caractère qui correspond mieux à ce qu'on a besoin de faire sur les toolbars. Je peux changer bien entendu la propriété texte. Footer par exemple. Je suppose que ça a été mis, le texte aligne en TA Center. On va faire la même chose ici, TA Center, d'accord. De cette manière-là, mon texte est bien centré par rapport à ma sélection. Par contre, si ici je m'amuse à basculer mon écran, on voit bien que mon title ici, il est bien toujours centré, d'accord. Alors que mon footer, lui, il est bien, il reste axé par rapport à la gauche et en haut, d'accord. Donc tout simplement pour ça,
on a enlevé les onshore, d'accord, aucun onshore, que ce soit left, top, right et bottom, et par contre, on a mis un align AL Center, d'accord, il y a pas mal de nouvelles options dans les aligns depuis FireMonkey, et on a notamment AL Center, donc dans ce cas-là, le composant sera toujours centré dans le conteneur dans lequel il est. Donc on va faire la même chose sur le footer, ici, si je prends AL Center, d'accord, automatiquement, il m'enlève les onshore, parce que sinon, il ne peut pas être axé par rapport à la gauche et en haut s'il a un aligné AL Center. Et automatiquement, on voit bien que j'ai mes deux toolbars avec mes titres qui sont bien centrés comme il faut. D'accord. Et bien entendu, si j'exécute tout ça, ça s'exécute comme il faut dans mon simulateur, pardon. Ok, et même si je bascule mon téléphone, j'ai bien toujours pareil, voilà. Mon écran qui s'anime bien, mes toolbars qui restent bien en haut et en bas, et mes titres qui se positionnent comme il faut. Ok, on a vu qu'on avait également, si je reviens à application mobile, donc j'ai en tête et pied, mais avec navigation. Donc toujours pareil, il me demande un répertoire dans lequel enregistrer ça. Ok. Ici, on voit qu'on a toujours pareil, des toolbars, d'accord. Une toolbar aligne à L top, d'accord. Une toolbar aligne à L bottom. On a notre titre, il est de type AL center, d'accord. On a un bouton qui a été rajouté, d'accord. Ce bouton, on lui a mis un style lookup, il l'a même pris par défaut automatiquement, donc c'est bon, c'est pas la peine. Et par contre, on a rajouté ici un composant, où c'est qu'il est, voilà, il est ici, d'accord, qui est notre composant Tab Control. D'accord, c'est un composant dans lequel on peut avoir différents onglets, d'accord. Si je regarde l'éditeur d'éléments, ici j'ai deux onglets, d'accord. Si je vais ici sur Tab Control, je peux définir le onglet par défaut, ok. En fait, sur chaque Tab Control, puisque la Top Toolbar, je l'ai mise en haut, d'accord. Enfin, j'ai mis une toolbar, une Top Toolbar sur mon Tab Item 1, d'accord, sur mon onglet 1, d'accord, et j'ai mis sur mon Tab Item 2, mon deuxième onglet, une Top Toolbar, mais qui a d'autres boutons, d'accord. On est d'accord que si je passe ici sur mon deuxième onglet, on voit que j'ai une autre toolbar qui n'est pas la même, mais qui est Top Toolbar 1, alors que l'autre c'était Top Toolbar directement, dans lequel j'ai mis un bouton qui va être un bouton directement back. D'accord. J'ai mis un texte, back c'est... donc style lookup, back to le bouton, il y avait un type back, d'accord. Et dans le texte, j'ai mis back. D'accord. Et le bouton next, j'ai bien mon texte qui est un next. Ok, juste pour bien montrer, on va rajouter un label. Hop, je vais le mettre sur le tab item 1. Tab contrôle, on va se mettre sur le 1. Où il est mon label? Il est là.
Donc là, on va mettre qu'on est sur l'onglet 1. Je vais me positionner ensuite dans mon tab contrôle. Je vais dire qu'on va sur le tab item 2 maintenant. Et je vais mettre pareil un label. Hop, voilà, qui est bien sur le tab item 2. Avec le texte onglet 2. Le but, c'est de passer d'un onglet à l'autre en faisant back ou next, d'accord. Donc, on va se remettre sur le premier onglet, d'accord. Ok, je suis sur le premier onglet. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a utilisé les action lists. D'accord. Les actions existent maintenant dans FireMonkey. Ce n'était pas le cas dans les premières versions de FireMonkey, maintenant c'est le cas. Pardon. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir possibilité d'avoir des actions standards qui sont déjà paramétrées, qui sont intéressantes. Si on regarde ici dans mon action list, en fait, si je regarde, je peux faire nouvelle action standard. Et dans nouvelle action standard, j'ai une rubrique onglet et j'ai T-Change Tab Action. D'accord? Donc c'est ce qui a été fait, c'est qu'il y a deux actions qui ont été créées. La première, son texte, c'est Next. D'accord? C'est ce qui a été rattaché au bouton Next, en fait. Et ça va préciser d'aller sur le tab item 2. D'accord? Quand je suis ici, je suis sur le tab item 1, d'accord? Quand je vais cliquer sur Next, puisque Next a été rattaché à l'action Change Tab Action 1, automatiquement, il va passer sur le tab item 2, puisque l'action, je lui ai précisé qu'il fallait aller sur le tab item 2. Et j'ai cette notion qui est importante également, qui est la notion de transition. Je pourrais ne pas en mettre, d'accord? Mais j'ai une transition TT Slides qui va me permettre d'avoir un effet de glissement entre les deux onglets. Sur le deuxième onglet, qui lui, pas le deuxième onglet, la deuxième action, pardon, action qui est rattachée au bouton Back, BTN Back, ici j'ai bien mon action Change Tab Action 2, ben, tout simplement la même chose, la transition c'est TT Slide, mais par contre le tab, cette fois, je lui ai dit que c'était le tab item 1, d'accord? Le but c'est de revenir sur le tab item 1. D'accord? Donc si j'exécute ça, en fait, on va voir comment ça se passe et comment ça fonctionne. Je suis bien sur mon onglet 1. Quand je vais cliquer, d'accord, j'ai bien cet effet slide et je passe automatiquement sur mon onglet 2. Si je reviens ici, voilà, automatiquement, onglet 1 et onglet 2. Très simplement, hein, encore une fois, à aucun moment il y a une ligne de code. J'ai simplement utilisé les styles qui convenaient, d'accord, et j'ai tout simplement utilisé des actions qui étaient déjà paramétrées. Et on voit très simplement, je peux passer d'un onglet à un autre onglet. Donc du coup, je pourrais faire le passage d'un écran à un autre de cette manière-là. On pourrait le faire d'une autre manière, hein, on pourrait le gérer différemment, hein, mais voilà, on le voit très simplement. Et encore une fois, l'effet est sympa, c'est le genre d'effet qu'on a l'habitude d'avoir, hein, très simplement. Ok. Donc très facilement, en fait, hein, on va pouvoir passer d'un onglet à un autre en cliquant sur le bouton. On reviendra sur celui-là parce qu'on verra qu'on peut rajouter des choses.
Donc on avait vu en tête-pied avec navigation, on a mettre détail pour tablette. Si je regarde mettre détail pour tablette, toujours pareil, le répertoire. Ok. Donc là, on est dans un format iPad, d'accord. Donc je suis dans un format beaucoup plus grand. Par défaut, je suis en paysage, mais je pourrais passer en portrait. D'accord. Tout a été prévu justement pour pouvoir s'aligner comme il faut. Et il y a différentes choses qui sont intéressantes ici, en fait. Si on regarde, qu'est-ce qu'on a? On va retrouver donc deux layouts. Un left layout, d'accord, qui est en ligne AL left, c'est la partie gauche qui est ici, d'accord, qui va jusqu'en bas, hein, c'est la partie dans laquelle je vais avoir la liste des utilisateurs. Et j'ai un right layout qui est en AL client, d'accord, qui va prendre toute la partie restante, qui est la partie détail en fait. D'accord. Donc là, en l'occurrence, non pas dans celui-là, on n'a pas de code. Dans le layout qui est à gauche, le left layout, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une toolbar. On connaît ça maintenant. Elle est en AL top. Dessus, il y a un label qui est en AL center pour rester toujours centré. D'accord? Pas de souci là-dessus. On a mis un composant line, d'accord? Tout simplement pour faire la ligne de démarcation entre les deux, la partie gauche et la partie droite. D'accord? Donc tout simplement un composant line qui a été posé. Et on a également mis une liste view. D'accord, la liste view, c'est la liste view qui est ici, qui est un nouveau composant, enfin en tout cas, qui a des nouvelles, qui a pas mal de choses spécifiques pour l'iOS en fait. D'accord, donc on va voir notamment comment on peut paramétrer la liste view. D'accord, donc on a une liste view. Ok, on verra ce qu'on a dedans. Ok, toolbar, list view et line. On va revenir après sur la partie liste view. Sur le right layout, qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois une toolbar, d'accord, qu'on a mis avec en aligné à top pour qu'elle reste en haut. On a mis un bouton down et un bouton up, les deux boutons qui sont ici. D'accord. Ces deux boutons, en fait, ils ont tout simplement un style lookup arrow up tool button bordered left. D'accord. Tout simplement pour avoir justement la bordure pour celui qui est à gauche, hein, parce que j'en ai d'autres là qui sont comme ça avec la bordure. Et pour le down, on a pris ce style-là, d'accord, qui permet d'avoir ce style hein, où les deux peuvent peut-être coller l'un à l'autre, d'accord. Ok, donc ça c'est pour les boutons. Ils ont été rattachés à une action, d'accord, on va revenir sur ces actions. Et on a bien entendu un LBL détail, d'accord, pareil, qui est sur la toolbar, qui a été mis en AL Center. Ok, ça c'est pour la toolbar. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un mémo ici, d'accord, qui a été mis avec des anchors left, top, right et bottom, de manière à ce que lorsque je vais basculer mon téléphone, enfin mon iPad, on voit bien que le mémo du coup s'adapte. Il garde juste la bordure vers la droite, vers la gauche et la hauteur qui le sépare d'en haut, d'accord, quelle que soit l'orientation de ma tablette. J'ai une image contact, donc elle reste toujours alignée en haut à gauche. De toute manière, sa position ne change pas hein, quand on bascule, d'accord. J'ai un LBL name qui a pris un style lookup listbox item label, d'accord, pour lui donner cet aspect-là, d'accord. Un autre label qui est LBL title, pareil encore, qui a pris un autre style de manière à donner voilà, ce design-là au label.
Donc là, on a tous les composants visuels. Maintenant, il faut les remplir, bien entendu, avec les données. Pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le prototype bind source. On avait vu ce composant au début du dev du jeudi. Le but, c'était de dire, ça va nous permettre de nous générer des données, d'accord, sans avoir forcément une base derrière, mais ça peut nous permettre d'avoir des données pour un prototype, encore une fois, ça porte bien son nom, d'accord. Et on va pouvoir générer différents types de données. Ce qui est intéressant, c'est que dans la X4, on a des nouveaux types de générateurs. Si je regarde ici que j'essaye de créer un nouveau générateur, j'ai généré quoi ici comme générateur? Un générateur lorem ipsum, c'est pour le texte qui est ici, d'accord, le texte qui est dans le mémo. Un contact bitmap et un contact bitmap left. C'est ce qui va me permettre de générer l'image qui est là ou la petite image qui est là. Et ça, si on regarde, j'ai tout simplement voilà, un contact bitmap qui est là et un contact bitmap L. D'accord? Donc il va me générer automatiquement ce genre d'image, voilà, directement. Ok? C'est juste une question de taille après, hein, savoir bitmap ou bitmap L, d'accord? Mais automatiquement, il va me générer ce genre d'image. Donc c'est intéressant parce que du coup, j'ai pas besoin de générer une image spécifique, je peux utiliser ça. Ensuite, j'ai besoin de renseigner le nom et le titre. Et là, encore une fois, pareil, si je regarde, j'ai des générateurs pour contact name et contact title. Et automatiquement, il va me générer des noms. D'accord? On voit bien ici Mark Anderson, Paul Davis, Adam Brown, Steve Moore, et ainsi de suite. Donc il me génère un prénom et un nom. L'avantage, c'est que là, directement, ça existe, j'ai pas besoin, encore une fois, de créer mon propre générateur. On a vu comment créer un générateur. Contact title, pareil. Il me génère toute une série de titres, d'accord, qui sont prédéfinis. En fait, hein, il y a toute une liste, après il les prend de manière aléatoire. Donc c'est ce qui a été fait ici, c'est que j'ai généré tous ces types. Une fois que j'ai généré tous ces types dans Prototype Bind Source, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tout simplement, j'ai utilisé Live Binding. Donc si on fait voir concepteur Live Binding, on voit ici que j'ai mon list view. L'avantage du list view par rapport à une list box classique, c'est que par défaut, il y a déjà toute une série de propriétés qui existent. Si je regarde ma list view, d'accord, j'ai un item apparence avec toute une série d'options, d'accord, la hauteur, d'accord, la hauteur du header, du footer, si j'en ai besoin, l'apparence du footer, ainsi de suite. Et de la même manière, j'ai item apparence object avec à chaque fois voilà, le texte, l'image qui va être attachée, glyphe, et ainsi de suite. D'accord, je peux avoir la partie accessory n'a pas été utilisée là. Mais on voit en fait que dans ma list view, j'ai par défaut une propriété texte, une propriété bitmap. Après j'ai un texte pour le header, ainsi de suite, mais je ne les ai pas utilisés, j'ai juste utilisé le texte et le bitmap dans ma list view. Donc c'est ça l'avantage, c'est que dans ma list view, elle a déjà la possibilité d'avoir une image, d'avoir du texte, voire même d'avoir d'autres choses après. D'accord. Donc j'ai plus qu'à relier, c'est ce qui a été fait. On va essayer d'aligner ça pour que ce soit. La propriété texte, elle a bien été reliée à contact name, qui est mon prototype bind source contact name, d'accord. Le contact title, lui, il a été relié directement au LBL title, qui est ici, d'accord. Le contact name, il a également été relié à LBL name, le label qui est ici. Le contact bitmap L, il a été relié
à IMG Contact, mon image qui est ici, d'accord, bitmap large, donc c'est celui-là qui est utilisé. Le contact bitmap, lui, il a été relié à item.bitmap. D'accord, le lorem ipsum, il a été relié au dmemo directement. Voilà. D'accord. Donc j'ai plus qu'à utiliser Live Binding et à relier de la même manière que je le ferai dans FireMonkey. L'avantage, c'est que le prototype bind source, j'ai des nouveaux types qui ont été générés qui me permettent justement de générer très rapidement une démo. Quoi. Là, on voit bien, je peux très facilement et très rapidement, encore une fois, il n'y a aucune ligne de code, générer une démo. Et ensuite, dans les boutons, ces boutons, tout simplement, ils ont été... Pardon, c'est celui-là. Il y a deux actions qui ont été créées, qui sont encore une fois des actions standards. Si je vais ici dans Nouvelle action standard, j'ai dans Live Binding l'action Next et l'action Prior. Tout simplement, il y a l'action Next et l'action Prior qui ont été créées, d'accord. Et sur le bouton qui est ici, le bouton Up, j'ai rattaché l'action Prior. Et sur le bouton Next, j'ai rattaché tout simplement l'action Next. D'accord. Donc très facilement, encore une fois. Et le list view est intéressant, puisqu'il permet d'avoir une image, donc très facilement de faire une liste avec une présentation. Ici, c'est des contacts, mais ça pourrait être toute une série d'autres choses, des produits ou ce genre de choses, d'accord. Et quand j'exécute tout ça, on le voit bien ici. Alors, mon écran est pas assez large, hein, mais j'ai bien ma liste sur la gauche. Quand je vais cliquer ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rotation à gauche. Voilà. Donc, j'ai bien ma liste ici, d'accord. Quand je clique sur ma list view, ben forcément, je me déplace dans mes enregistrements. Donc, forcément, je me positionne sur l'enregistrement. Donc, automatiquement, en fait, ici, le détail va correspondre puisque je me déplace, quand je clique, je me déplace sur l'enregistrement de données, en fait. Donc, j'ai pas besoin de le paramétrer, ça, de le coder. Et je pourrais, si je voulais, me déplacer ici avec les boutons pour passer au suivant ou au précédent. D'accord. Donc on voit les images également, il n'y a pas qu'un seul type d'image, d'accord, il y a toute une série d'images. En fait, avec le prototype bind source, on le voit très rapidement, en fait, on peut générer une démo avec des données, d'accord, qui sont des données bidons, on est d'accord, mais voilà, pour faire une maquette, très rapidement, ça pourrait se faire. Après, forcément, si on veut passer sur une vraie base de données, on va utiliser le même système, hein, les views et ça, et le live binding, mais on se connectera à une vraie base de données cette fois. OK. Donc on a vu le maître détail pour tablette. De la même manière, on aurait le maître détail pour iPhone. Je vais voir. Ok, donc ça va être la même chose, si ce n'est que comme on est sur un téléphone et qu'on peut pas avoir, on va fermer concepteur live binding, les deux écrans sur le détail et ça sur la même fenêtre, bah, tout simplement on a utilisé le principe du tab control, d'accord. On a vu ça tout à l'heure. Donc j'ai un premier sur mon premier onglet, ben, j'ai mis je vais y arriver. J'ai mis ma liste de contacts et sur mon deuxième onglet, j'ai tout simplement mis mon détail. Tout simplement, j'ai mis que lorsque je clique sur mon bouton, en fait, dans mon list view,
D'accord, j'ai mis l'action pour passer sur l'autre onglet. On voit au passage que sur le list view, je peux également avoir une image sur la partie droite. Hein, d'accord, c'est ce que j'avais appelé accessory en fait. Hein. Si on regarde, voilà. Non, parce que c'est pour l'image, elle est directement intégrée en standard dans le list view. C'est juste une option pour dire. Voilà, c'est pas accessory, c'est le glyph button, pardon. Bon, je retrouve plus où est l'option, il faudrait rechercher. C'est ça, c'est accessory type, voilà. Checkmark, detail, mort, voilà, c'est le. Voilà. C'était bien accessory, d'accord. Type mort, détail ou checkmark, c'est pour selon ce que je veux cocher. Donc, tout ça, c'est déjà pré-paramétré encore, donc du coup, encore une fois, c'est très facile à utiliser, quoi. Ok, donc ça c'est la même chose, si ce n'est que c'est adapté à un téléphone avec les deux écrans, donc on utilise le principe de l'onglet justement pour pouvoir passer d'un écran à l'autre. Ensuite, on a le choix avec onglet. Hop. 6. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement bon une toolbar, ça on connaît, je vais pas revenir là-dessus, il n'y a pas de problème. On a un tab control, d'accord? Ce tab control, il a tout simplement un tab item 1, 2, 3, 4, d'accord? Par contre, du coup, on a mis un tab position qu'on aurait pu mettre à none, d'accord? Ok, donc ne pas en avoir. De la même manière, en fait, on n'a pas vu... Attendez, tout à l'heure, on va revenir. Hop, c'était sur... Header, footer, navigation. Ici, quand je viens sur mon tab contrôle, j'ai tab position, d'accord? Par défaut, il est à none. J'aurais pu mettre dot pour avoir justement les... si on le voit, si on exécute ici, hop, on va passer sur le Mac. On voit bien ici, d'accord, j'ai la possibilité de d'avoir les petits points qui me permettent, en cliquant dessus, après de passer de l'un à l'autre, d'accord, directement. Sinon, il y a l'action, hein, comme on a fait avec les animations, mais il y a également possibilité d'avoir ça. Alors, bien entendu, automatiquement, si je rajoute ici, hein, dans mon tab contrôle, je rajoute 20 éléments, hein, automatiquement, je vais avoir les... alors, il y a le refresh qui se fait pas très bien, mais c'est juste à la conception, sinon à l'exécution, encore une fois.
Hop, j'ai oublié de passer là, ok. Ouais, je pense que c'est le refresh au niveau du simulateur, ou alors ça là. Pourquoi il me les a mis? Hop, comme ça. Ok, donc on peut avoir l'affichage de type dots ou sinon avoir l'affichage normal. D'accord. Et donc si on revient sur le dernier sur lequel on était, démo 6, voilà. Donc ici cette fois j'ai mis l'option sur chacun des items, donc j'ai mis, pardon, sur tab contrôle, j'ai mis tab position ATP bottom, d'accord. De la même manière, j'aurais pu mettre en top pour l'avoir en top, d'accord. Bottom. Et du coup, automatiquement, sur chaque tab item, ensuite, j'ai une propriété custom icon qui me permettrait de définir un type de bouton particulier. Ou sinon, tout simplement, d'aller dans Style Lookup. Donc, soit je vais pouvoir définir moi ma propre image avec le custom icon, d'accord, pouvoir définir l'image que je vais voir ici, quoi. Sinon, tout simplement, dans Style Lookup, encore une fois, il y a toute une série de tabs d'images, d'exemples, en fait, qui sont prédéfinis, préparamétrés. Donc, il me suffit de choisir celle qui m'intéresse. Si je voulais le tab item récent, voilà, automatiquement, j'ai... Voilà. Et sur chaque item, tout simplement, soit utiliser encore une fois le style lookup, soit ne pas utiliser le style lookup, et je peux aller dans Custom Icon, préciser l'icône que je vais vouloir. D'accord. De la même manière, pour finir avec ces types d'applications d'exemple, je vais avoir donc l'onglet avec navigation, encore une fois le répertoire. Ok, et ici tout simplement, comme d'habitude, j'ai un tab contrôle, d'accord. Cette fois j'ai mis, donc pareil, le tab position ATP bottom. J'ai précisé sur chaque tab item les styles qui m'intéressaient pour avoir les images que je voulais. Et comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai mis un action list, d'accord. Dans cette action list, j'ai mis le change tab action, les deux actions standards pour changer d'onglet, d'accord. Et j'ai rattaché ça tout simplement au bouton qui était concerné, d'accord, pour le next, et ainsi de suite. D'accord. Pas ça que je voulais, hop. Et donc sur chaque, sur le dernier où j'ai mis, voilà, sur le 1 et d'accord, donc ça on l'a vu passer d'un onglet à un autre directement. Ok. Donc on l'a vu, on l'avait vu déjà quand on a créé une application mobile. Soit je crée une application mobile vide, je mets mes composants et on l'a vu avec les styles lookup sur les différents composants, je vais pouvoir avoir pas mal de choses qui sont déjà préparamétrées. Mais en plus j'ai également toute une série de types d'applications quand je choisis application mobile qui sont déjà préparamétrées. J'ai bien entendu l'application, une application 3D. D'accord, ça va fonctionner comme ce qu'on a vu sur FireMonkey pour la partie 3D, d'accord. Ici, la différence, c'est que j'ai bien un T-form 3D, et dans ce cas-là, ce qu'il faut que je mette sur sur ma forme, ça va être des formes 3D, d'accord,
que je vais pouvoir animer, tout ça. Ça n'a pas changé, il n'y a pas de changement là-dessus. Ok. Et bien entendu, on pourrait mettre un float animation, par exemple, ici. Property name, rotation angle, .y, 0 à 360 en 3 secondes, d'accord, et on va mettre un loop, ok. Et on va dire que lorsqu'on clique sur ce cube, float animation 1.start. Ok, on va aller enregistrer tout ça. Ok. Et bien entendu, si j'exécute et que je vais sur mon simulateur, j'ai bien mon cube qui tourne. Donc voilà, je peux faire de la 3D également sur iOS de la même manière que je le faisais sur FireMonkey pour Windows pour faire des applications desktop classiques. D'accord, il n'y a pas de changement là-dessus. Ok, donc on a vu qu'on a toute une série de types d'applications mobiles qui sont fournies en standard et qui nous font du coup gagner du temps. Et du coup, on a vu qu'on avait certaines choses qui étaient intéressantes, les list view, les prototypes bind source qui généraient des types qui n'existaient pas avant, hein, donc ils sont sympas pour générer des données de démo, quoi, par exemple. On a vu qu'en jouant sur les alignements aussi, qu'on peut facilement passer de paysage à portrait, ainsi de suite. Donc, on retrouve tous les types de standards d'applications ou de fenêtres qu'on peut avoir sur iOS très simplement et très facilement, encore une fois. Ok, je vais regarder vos questions, parce qu'il y a des questions qui sont assez spécifiques, donc on expliquera un petit peu. Et avant d'aller manger, alors, je vais remonter. Avec une appli Win32, par exemple, les écrans sont éventuellement gérés avec des T-formes. Ici, avec une appli iOS, il faut donc gérer nos différentes formes avec un tab contrôle. Alors, il faut pas forcément, hein, c'est une des solutions. Après, rien ne m'empêche de mettre plusieurs formes et de passer d'une forme à l'autre en faisant des shows, et il n'y a pas de problème. On essaiera de faire ce genre de démo cet après-midi pour voir comment on joue. Si on parlera des animations, ça on n'a pas vu les animations, on verra qu'on peut le faire et du coup très facilement on peut faire des enchaînements. Le passage d'un onglet à un autre, c'est tout simple, c'est assez simple, hein, avec une animation à faire, avec la position, jouant sur la position, et voilà quoi. On pourrait faire les mêmes choses avec une forme. Donc utiliser les tab control, c'est une des solutions, mais c'est pas forcément la seule solution. On peut le faire aussi avec des formes différentes. Ici, les onglets sont invisibles pour les utilisateurs. Si on souhaite naviguer entre les deux onglets avec le doigt, il faut changer une propriété du tab control. Pouvez-vous montrer comment se passe la transition? Donc, en fait, assez simplement, si on revient ici, c'était donc le... C'était pas header footer, si c'était header footer navigation, alors, il y avait les onglets, donc on avait les deux onglets, d'accord. On a vu qu'en cliquant sur le bouton, on pouvait aller sur l'onglet suivant, d'accord. Hein, on remonte. Donc on clique hein, ici, suivant, précédent, d'accord. On va passer d'un onglet à un autre. On a vu que si on voulait, on aurait pu mettre hein, que les onglets avec la propriété, ici tab position, mettre TP dot par exemple. Et du coup on pourrait avoir, on voit les petits
petits points qui vont me permettre donc après, cette fois, voir. Donc les boutons, ils sont toujours là, mais en plus j'ai possibilité, du coup, en cliquant sur les points concernés, de passer directement d'un onglet à un autre. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de dire également, je voudrais qu'avec le doigt, si je joue avec le doigt, passer d'un onglet à l'autre, très simplement, en fait, on se rappelle que dans FireMonkey, maintenant, on a le support des gestures, d'accord, les mouvements. Donc, je vais utiliser les gestures. J'ai besoin d'un action list, donc ça, c'est bon, j'en ai déjà un. Dans gesture, je vais me mettre sur le tab item 1, par exemple. D'accord. Dans Tab Item 1, je vais aller sur Touch. Dans Gesture Manager, je vais rattacher mon Gesture Manager. D'accord. J'ai Gesture, du coup, Standard. Je vais retrouver tous les mouvements standards. Donc, quand on est sur le premier, on va dire que quand on fait le mouvement vers la gauche, en fait, on va passer, puisque l'autre, il est à droite, donc on fait glisser comme ça. Donc, on va prendre le mouvement en left. Et tout simplement, j'ai déjà une action qui existe pour changer. Je vais exécuter tout simplement l'action. Donc, si je ne me trompe pas, celle qui est ici, c'est l'action Change Action, Tab Action 1, d'accord. Donc, sur le Tab Item ici, je vais rattacher l'action Change Tab Action 1. Sur le Tab Item 2, pareil, Touch, Gesture Manager, je relis mon Gesture Manager, Gesture, Standard. Cette fois, on va prendre dans l'autre sens, donc c'est le Right. Et je vais mettre le Change Tab Action 2. Voilà. Si j'exécute ça, hop, je vais le changer. Donc ici, je suis bien sur mon onglet 1. Si je fais mon mouvement, pourquoi il ne le prend pas? Alors, est-ce que c'est le simulateur qui gère pas? Non, il me semblait pourtant que ça posait pas de problème. Tiens, bizarre. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose ici? Le problème, c'est que, ouais, en fait, c'est le tab control. Alors, on va faire quelque chose. Je vais voir si c'est... Si je rattache sur le mouvement ici, ok, right, non, left, c'est action 1, ok. Alors, est-ce que c'est... Ce que je me demande, c'est... bizarre, moi je regarderai ça entre midi et deux sur les gestures.
dans le principe, je le ferai comme ça, quoi. Voilà. Après, je regarderai ça. Pourquoi il me prend pas savoir si c'est le simulateur ou le TeamViewer que j'utilise entre les deux. Donc, je vais regarder ça entre midi et 2. Dans le principe, en tout cas, je ferai comme ça. Ensuite, d'autres questions. Peut-on surcharger le code d'une action standard pour y ajouter d'autres actions tout en bénéficiant du comportement standard? Dans ce cas-là, il faudrait aller sur l'événement onExecute. Sur une stable action update, mais pour moi, dans ce cas-là, si on veut vraiment utiliser le mouvement, enfin l'action standard et rajouter du code, ou alors il faudrait se créer une autre action et puis appeler des actions standards de cette manière-là, éventuellement. Ensuite, bonjour, merci pour cette présentation très instructive. Y a-t-il un moyen d'accéder directement au carnet d'adresse et l'agenda de l'iPhone? Donc cet après-midi, on verra justement comment on peut accéder aux fonctions de l'iPhone, passer un appel, tout ça. Le multilingue est-il géré nativement? Je vois un composant T-Lang. Donc oui, il y a un composant T-Lang dans FireMonkey qui permet de gérer le multilingue, donc il n'y a pas de problème. Ça fonctionne de la même manière que ça fonctionne dans FireMonkey, il n'y a pas de particularité spécifique pour iOS, quoi. Là, je vous encourage à aller voir, il y a une démo pour le multilingue. Si vous allez là où il y a le RAD Studio, où c'est qui met les démos des fois, hop. Il me semblait qu'il y avait une démo pourtant là-dessus. Multilingue, voilà, en plus celui-là, voilà. Donc elle est là. Vous pourrez voir. C'est une démo FireMonkey, mais en l'occurrence pour iOS, c'est la même chose, quoi. Donc il n'y a pas de problème. Peut-on avoir plusieurs écrans sans faire d'onglet, avoir deux formes en fait? Après avoir essayé, il semble que le retour au premier écran se passe mal puisque les edits semblent bloqués en lecture. Semble bloqué en lecture, je vois pas bien. Non, oui, il n'y a pas de souci à passer d'un écran à l'autre. Je vois pas. Je pourrais très bien faire ici. Hop. Application mobile FireMonkey, l'application vide. Non. Elle m'empêche ici de faire un bouton, par exemple. Bon, avec des edits. Et ensuite de faire fichier nouveau, une fiche mobile FireMonkey cette fois, donc une deuxième fiche HD. Hein. Ok. Bouton. Edit. On va mettre le bouton là. Hop. Ok. On va faire forme 8.close par exemple. Et ici. Donc Alt F11 pour utiliser l'autre unité. Forme 8.che par exemple, tout simplement. Donc si j'exécutais ça, ici je suis sur mon premier écran, donc les edits, il n'y a pas de problème. Je clique ici, je passe bien sur mon deuxième écran. Ici, les edits, il n'y a pas de problème. Et si je clique ici, je reviens sur mon premier écran. Donc non, pour moi, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas quel est le souci par rapport au blocage des edits, mais non, pas de problème.
Y a-t-il un composant map pour iOS? Sinon, j'ai vu qu'il y a un T-Web Browser. Donc, tout à fait, il n'y a pas de composant map, mais c'est pas très dur à faire, tout simplement parce qu'il y a un T-Web Browser. Donc, il suffit tout simplement. Le T-Web Browser que vous remarquerez dans la X4, hein, si vous regardez, vous verrez que vous avez un T-Web Browser. C'est un T-Web Browser que pour iOS. D'ailleurs, si on met la souris dessus, on voit bien que dans les plateformes supportées, j'ai que iOS, d'accord? J'ai pas Win32 ou macOS. Tout simplement, c'est un web browser qui se base sur les API iOS, d'accord? Donc, qui vous permet d'avoir un browser ici directement. Il faudrait tout simplement ouvrir Google Maps en lui passant la bonne URL, quoi. Voilà, ce serait la solution. Sur le simulateur, on ne peut pas simuler un mouvement avec le doigt. Ah oui, est-ce que c'est pas une option ça me fait penser, est-ce que vous dites? Est-ce qu'on peut le faire avec la souris ou est-ce que du coup c'est une option? J'aurais un truc... Non, il semblait que vous pouvez le faire... Je regarderai ça, le truc des gestures, parce que je trouve ça bizarre. Donc, je vais regarder ça pour que cet après-midi on puisse faire un test là-dessus. Je ne sais pas si la question a été posée, mais qu'en est-il du support des différentes versions d'iOS, et plus particulièrement les futures? Donc là, aujourd'hui, on supporte forcément la dernière version d'iOS qui existe. Et puis, quand il y aura des nouvelles versions, je suppose qu'il y aura des updates qui seront là pour pouvoir bénéficier des nouvelles évolutions et des nouvelles versions d'iOS. Y a-t-il un générateur d'état iOS? Non, il n'y a pas de générateur d'état iOS. Ceci dit, pour moi, ça n'a pas forcément d'intérêt d'avoir un générateur d'état sur iOS. La solution, ça reste d'ouvrir des PDF. Voilà, quoi. Mais avoir un générateur d'état directement intégré dans iOS, non, il n'y en a pas. Peut-on utiliser les cadres? Oui, tout à fait. Ça fait partie des fonctionnalités qui ont été intégrées. Hein. Maintenant, on va retrouver en standard, voilà, les cadres qui sont là, d'accord. Donc les frames hein, qui vont fonctionner comme elles fonctionnaient avant. Il n'y a pas de changement là-dessus. Bonjour, j'ai pu remarquer que dans les options du projet du X4, que application était contextuelle à la configuration de construction. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans XE. Est-ce que les champs dans information de version sont aussi contextuels à la configuration de construction dans X4? Information de version, donc oui, ils sont bien en fonction des configurations. Après, rien n'empêche de dire mettre sur toutes les configurations, encore une fois. Donc oui, oui. Sur un iPhone, par exemple, si on effectue un mouvement gauche-droite, mais qu'on retire le doigt avant le milieu de la transition, on se repositionne sur l'onglet 1 avec l'effet inverse. Ça serait également géré tout seul avec les gestures ou il faut penser également à le coder. Donc non, dans ce cas-là, il faudra penser à le coder, par contre ça. Concernant le travail en cours, on imagine qu'il faut valider pour les fonctions gesture la pression sur l'écran. Qu'en pensez-vous? Je sais pas, parce que normalement dans Windows, hein, si on reprend, je le fais dans Windows avec la souris en cliquant, mais je vais regarder ça, le truc du simulateur avec les gestures. Votre clavier iOS est en QWERTY. Est-ce qu'on aura le même ou est-ce que ça se règle? Ça dépend en fait de la langue du... c'est le simulateur, la langue du simulateur qui doit pas... J'ai pas fait attention, mais je suppose que la langue du simulateur est... je sais pas si ça se paramètre, on peut regarder. C'est en fonction de la langue du matériel de toute manière. Hein, donc,
Hop. Je sais pas s'il y a des... où c'est que ça peut être... Ah oui, personne qui précise où il suffit d'aller sur les réglages dans les settings. Dans le général, keyboard. International language, voilà. Français. Ok, je sais plus lequel c'était. Non, tiens, il m'a pas changé le... Il m'a pas changé le clavier. Bon, logiquement, pour moi, ça s'adaptera en fonction du clavier sur lequel, du matériel sur lequel on sera, quoi. Quels d'autres paramètres? Il n'y a pas que le long. Général. Ah, c'était là, pardon. AZERTY, voilà, tout simplement. Ok. Voilà, donc j'ai bien le clavier AZERTY. Donc c'est bien un paramètre hein, directement sur le téléphone. Donc ça dépendra du téléphone sur lequel on est, en fait, forcément. En tout cas, sur la page d'accueil du simulateur, la gesture fonctionne, même si on retire le doigt. Dommage que cela n'ait pas été géré en natif dans Delphi. Oui, pour passer de là à là, oui, tout à fait. Je vais regarder ça pour les gestures. Ok, d'autres questions? Non, vous avez faim, c'est pour ça. Lors d'une tournée Delphi dans différentes villes de France, vous aviez présenté le déploiement en entreprise, plusieurs iPhones. Y a-t-il une vidéo là-dessus? Dans ce cas-là, en fait, ça va être le déploiement, hop, dans plateforme périphérique iOS, ça va être le ad hoc, système ad hoc qu'il faut prendre. Donc encore une fois, dans l'expert aide mobile, vous trouverez également des informations sur la partie ad hoc, justement. D'accord, mais ça sera ce système-là qu'il faudra utiliser en fait pour pouvoir le déployer dans ce cas-là. D'autres questions? On parlera après cet après-midi justement de l'enregistrement du type de compte que vous pouvez avoir, et ainsi de suite. Ok, pas d'autres questions, vous avez faim, on va aller manger. Y a-t-il un composant map pour iOS? Oui, il y a déjà eu cette question. Non, j'ai vu qu'il y a le client browser. Y a-t-il possibilité de récupérer dans la forme le résultat d'une fonction JavaScript? C'est une bonne question. J'avoue que j'en sais trop rien en fait. Il faudrait regarder dans les événements ce qu'on a, si on a des choses. Dans les propriétés, j'avoue que je sais pas. Là, comme ça, je sais pas. Je sais pas. Voilà, je vais pas vous dire oui ou non. J'avoue que je sais pas. Il faudrait regarder peut-être si dans le code il y a des fonctions web browser 1. S'il y a des choses qui nous permettent de récupérer les informations.
Après, pour moi, ceci dit, le T-Web Browser qui est là, il est plus là pour afficher des choses et de ça, comme on le ferait sur un iPhone ou sur un iPad quand on veut afficher des URL. Si vous avez besoin de faire des traitements, peut-être qu'il faut mieux utiliser les composants Indie pour faire des appels à des URL spécifiques, récupérer des résultats ou ce genre de choses. Je le ferai plus comme ça. Et pour la partie map, tout simplement, il faut formater l'URL. Aujourd'hui, si dans n'importe quel browser, je mets une URL Google Maps avec Maps, d'accord. D'accord, il y a possibilité, hein, si il faudrait que je fasse URL Google Maps, une URL valide à partir de coordonnées, voilà. Voilà, si je fais une URL Maps ou un Google Fire Maps, voilà, ça c'est pour. Donc il y a possibilité de formater une URL Google Maps en lui passant les coordonnées et tout ça, et dans ce cas-là, on aura une URL Google Maps, voilà, tout simplement. Et du coup, on se retrouvera avec le browser pour afficher la carte. Ok, on va aller manger et puis on va se retrouver cet après-midi. Je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve à 14h. Mangez pas trop, gardez des formes pour cet après-midi pour pas vous endormir. Et puis, bon appétit et à tout à l'heure.